Parmi les 80 nouveautés des 2 dernières semaines, j'ai retenu pour vous 9 annonces, dont 5 qui concernent C2 et dont je parlerai en fin d'épisode. Le reste concerne Lambda IPv6, Redshift et Visual Studio Code, des managed services pour Kafka et puis Code Whisperer que vous pouvez maintenant customiser avec votre base de code privée. Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. Vous le savez, une semaine sur deux, on repasse en vue certaines des nouveautés des 2 dernières semaines d'AWS, des nouveautés plutôt orientées développeurs, hands-on, builder, les gens qui ont les mains sur le clavier, les mains dans le code. N'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes de podcast, dans les applications de podcast, Google, Spotify, Deezer, Apple Podcast et tous les autres, et puis en parler autour de vous également. C'est ça qui fait grandir ce podcast que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter toutes les semaines, et je vous en remercie. reInvent se rapproche. Si vous ne connaissez pas reInvent, c'est la conférence client d'AWS de fin d'année qui se tient en décembre à Las Vegas tous les ans depuis plus de 10 ans. C'est là en général qu'on fait les grandes annonces et qu'on donne le ton pour l'année qui vient. Sans dévoiler grand chose, je pourrais déjà dire que le ton sera très Generative AI, intelligence artificielle générative. Vous en saurez plus évidemment dans le podcast AWS en français, et puis sur les blogs, et puis avec tout le contenu qu'on est en train de préparer pour vous. Les nouveautés des 2 dernières semaines, la première qui a retenu mon attention cette semaine concerne... Je cherche mes notes, concerne Amazon MSK. MSK, c'est Managed Services for Kafka. Vous savez, Kafka, c'est ce système qui permet d'ingérer des événements à très grande échelle pour ensuite les traiter. Amazon MSK, c'est un service qui vous offre de l'infrastructure, comme ça vous n'avez pas à installer Kafka, à dimensionner vos clusters, à configurer vos clusters, on s'en occupe. Mais c'est le même Kafka que celui que vous pourriez installer on-prem par exemple. Une des choses qui est compliquée à faire avec Kafka, c'est de répliquer les données entre plusieurs clusters, par exemple dans 2 régions différentes pour des questions de haute disponibilité. Alors c'est possible avec des outils open source comme Mirror Maker, mais ça demande beaucoup d'infrastructure de votre côté, et surtout c'est vous qui devez installer l'infrastructure et la gérer. Et bien vous me voyez venir depuis cette semaine, depuis le 18 octobre pour être précis, on a lancé une nouvelle fonction de Amazon MSK qui est MSK Replicator, donc qui permet de répliquer un dataset entre 2 clusters qui soient dans la même région ou dans des régions différentes. Évidemment, il faut que la connectique réseau soit installée entre les 2 clusters. Il faut des permissions IAM également. C'est mon collègue Danilo qui a écrit le blog post d'annonce, et il vous montre très clairement, step by step, les différentes étapes dans la console que vous pouvez utiliser pour configurer Amazon MSK Replicator. C'est disponible en US East, US West, Asia Pacifique, Europe Francfort et Europe Irlande. Le prix est basé sur les gigabytes par mois que vous allez répliquer entre les 2 clusters, et puis un prix par heure où le réplicateur, donc l'instance qui sert à répliquer les données, fonctionne. Je vous mets comme d'habitude le lien dans les notes du podcast. Petite annonce rapide sur Amazon Redshift qui s'intègre maintenant avec Visual Studio Code. Visual Studio Code, c'est l'outil de plus en plus préféré par les développeurs ou les ingénieurs data pour éditer des fichiers, manipuler des fichiers. Dans le plugin AWS, l'AWS Toolkit, il y a maintenant un onglet pour Redshift. Donc vous pouvez vous connecter à vos clusters Redshift et exécuter des queries et éditer vos queries directement dans Visual Studio Code. Ça mange pas de pain, mais c'est toujours utile, c'est pratique, c'est un outil de plus en plus intégré. Et AWS Toolkit, c'est également lui qui vous donne accès à Code Whisperer, ce qui me permet de faire la transition avec la news suivante. Code Whisperer, c'est ce service qu'on a lancé il y a quelques mois déjà. C'est un assistant de codage boosté à l'IA générative qui s'installe dans vos IDE, donc dans VS Code par exemple, si vous avez le toolkit AWS installé, mais également dans les IDE de JetBrains comme IntelliJ par exemple, et qui vous fait des suggestions de code. Alors soit vous tapez un commentaire, je veux faire ça, pouf, et il vous donne le code, soit
tout d'un coup, vous êtes en train de taper un truc, vous faites une petite pause en tapant et poum, il vous suggère la fin. Et là, c'est assez magique parce que les exemples qu'on voit toujours, c'est oui, je veux écrire une fonction Python qui download un fichier d'un bucket S3 et paf, il génère toute la fonction. Et c'est vrai que c'est impressionnant, mais combien de fois par jour vous écrivez des fonctions qui download des fichiers d'S3? Moi, ça m'arrive pas très souvent. En revanche, une fois qu'il est installé, il se laisse oublier et je code quelque chose et tout d'un coup, il me propose 2-3 lignes de code ou simplement terminer, même un simple console log ou un print en Python et terminer ce que je voulais imprimer avec les variables correctement positionnées dans la chaîne de caractères et tout. Et en fait, c'est quand on l'oublie et qu'il tout d'un coup il se manifeste à vous que pour moi il est le plus utile. Évidemment, c'est entièrement sécurisé. On n'utilise pas votre code pour entraîner les modèles et c'est un modèle générique basé sur des milliards de lignes de code internes à AWS, à Amazon et aussi des projets open source. Donc ça c'est Code Whisperer, c'est gratuit, il faut même pas un compte AWS pour l'utiliser, vous pouvez l'utiliser avec un Builder ID, donc c'est juste une adresse email et un compte Builder ID qui est tout à fait gratuit. Alors qu'est-ce qui est de nouveau sur Code Whisperer? C'est que pour les clients Code Whisperer Professional, donc ceux qui ont besoin d'un compte AWS pour pouvoir l'utiliser, Professional donne accès à des métriques en plus, à savoir quand il a été déclenché, combien de personnes ont accepté les propositions, etc. Quand vous êtes client professionnel, maintenant vous pouvez entraîner Code Whisperer sur votre code base à vous et de façon tout à fait sécurisée évidemment. L'entraînement qu'on fera pour vous de Code Whisperer ne sera pas partagé avec d'autres clients. Il suffit d'aller dans la console de Code Whisperer, de le pointer vers votre code base, que ce soit sur GitHub, GitLab, Bitbucket ou simplement un bucket S3. Il va prendre quelques heures, plusieurs dizaines d'heures, ça dépend de la taille de votre code base, pour se customiser avec votre code à vous. Et de cette façon-là, les développeurs qui écriront du code par rapport à vos librairies internes, vos frameworks internes, etc., recevront des suggestions qui ne sont pas seulement génériques, mais qui sont vraiment pertinentes par rapport à votre code base, vos frameworks, vos outils, etc. Donc, Code Whisperer pour les entreprises, donc dans la fonction Code Whisperer Professional, c'est en preview pour le moment, le GA arrivera un peu plus tard, mais c'est une preview pour tout le monde, donc vous pouvez commencer à l'essayer aujourd'hui. Nouveauté côté AWS Lambda également, qui supporte maintenant IPv6. Alors vous allez me dire, tu déconnes, IPv6 pour Lambda c'était déjà supporté, oui c'était supporté pour les connexions entrantes, les appels à Lambda. Maintenant on rajoute aussi les connexions sortantes, donc si votre code fait appel à un web service, une API REST ou autre chose depuis la fonction Lambda, maintenant elle peut sortir en outbound sur IPv6 aussi, ce qui fait de Lambda un service entièrement IPv6, et ce qui est bien puisqu'on a annoncé qu'à partir de l'année prochaine les adresses IPv4 publiques deviendraient payantes sur AWS, donc autant migrer vers IPv6. Ça posait surtout problème pour ceux qui déploient des Lambda dans les VPC, puisque les VPC ont des tailles limitées à la taille des subnets, donc le nombre d'adresses IPv4 est toujours limité sur les VPC, et donc si vous aviez des Lambda qui scalaient énormément, ça consommait beaucoup d'adresses IP et vous pouviez parfois être à court d'adresses IP. Maintenant avec Lambda IPv6 en connexion inbound et outbound, vous pouvez avoir de l'IPv6 uniquement et ne plus avoir ce souci de scalabilité. C'est disponible dans toutes les régions commerciales où Lambda existe, sauf Hyderabad, Melbourne, l'Espagne, Zurich, Tel Aviv et le Middle East, où je suppose ça va arriver très prochainement. Et puis une série de nouveautés pour EC2, je les groupe dans un seul chapitre ici. La première, c'est la sortie de Amazon Linux 2023.2 avec support de Ansible. Si vous utilisez toujours Ansible pour déployer des packages ou des applications, maintenant c'est built-in, c'est disponible dans les repos d'Amazon Linux 2023. Et Corretto 21, Corretto, vous savez, c'est la distribution de Java d'Amazon, long terme, supporté, parfaitement compatible avec Java ici standard. Corretto 21 est maintenant disponible également dans Amazon Linux 2023. Sur EC2 toujours des nouvelles instances, la 7e génération des instances R. R c'est les instances optimisées pour la mémoire, R comme RAM avec la génération 7, R7
i avec des chiffres toujours de plus en plus incroyables, hein, puisqu'on monte jusqu'à 192 CPU et 1.5 TB de mémoire pour les plus grosses instances. Évidemment, ça commence plus petit, mais donc ça va de large à 48 fois extra large. Et puis les grandes, les 24 et 48 fois extra large seront disponibles en bare metal également. Donc vous pouvez avoir 96 CPU, 768 Go de mémoire ou 192 CPU et 1,5 Tb de mémoire sur les instances R7i comme Intel, où vous retrouverez sur ces instances la 4e génération des Xeon Scalable Processors Sapphire Rapids. Vous m'en direz tant, mais c'est disponible maintenant sur EC2. EC2 qui rajoute également une métrique dans CloudWatch pour monitorer la disponibilité des volumes EBS. Si vos volumes EBS pour une raison ou une autre ne sont plus disponibles, que le niveau d'IO n'est plus assuré, vous aurez cette métrique disponible dans CloudWatch et donc vous pouvez définir des alertes et être averti quand ça se passe. Une autre nouveauté de EC2 également, c'est la possibilité de mettre de désactiver des EMI. Les EMI, c'est des images disques qui vous permettent de booter et parfois vous avez des vieilles EMI et vous voulez vous assurer qu'il n'y ait plus personne dans votre organisation qui soit capable de démarrer une machine avec cette vieille EMI, mais vous ne pouvez pas l'effacer parce que pour des questions de compliance, de régulation, des politiques internes, vous devez conserver les EMI pour plusieurs années. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de solution à ce problème-là. Donc maintenant, vous pouvez désactiver une EMI. Elle est toujours là, mais elle sera plus visible dans les résultats de recherche. C'est comme si elle devenait privée à un compte et plus visible dans les résultats de recherche, donc a priori plus personne ne l'utilisera et puis on ne peut plus démarrer d'instance EC2 avec cette EMI, ce qui vous permet ainsi d'être conforme à vos règles, qu'elles soient imposées par l'extérieur ou l'intérieur. Et la 5e nouveauté que j'avais notée pour EC2, celle-là elle est chouette, elle est vraiment chouette, c'est, non pas que les autres ne le soient pas, c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est la possibilité d'activer System Manager par défaut au niveau d'une organisation. Vous savez, System Manager, c'est ce système qui, via un petit agent installé dans les EC2, permet de patcher les instances, permet de faire de l'inventaire des softs qui sont installés dessus ou des patchs qui sont installés dessus. Mais jusqu'à présent, il fallait attacher un rôle IAM à l'instance quand on la démarre, de manière à ce que l'agent ait la permission de communiquer vers l'extérieur, vers le back-end de System Manager. Et bien maintenant, vous pouvez activer cela au niveau de l'organisation, et puis ça utilise Default Host Management Configuration, DHMC, pour propager ce rôle à toutes les instances existantes et les nouvelles à venir. Donc si quelqu'un démarre une instance en oubliant d'activer ce rôle-là, elle sera quand même enrôlée dans System Manager. Donc ça s'active au niveau d'AWS Organisation. Comme d'habitude, tous les liens vers les détails, les What's New, les blog posts dont j'ai parlé dans cet épisode sont disponibles dans les notes du podcast. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner, comme ça vous recevrez les épisodes directement dans votre application de podcast préférée dès qu'ils sont publiés en général le vendredi matin. Vendredi prochain, on parlera avec une société française qui s'appelle OSOAI, OSOAI, qui conçoit des appareils pour surveiller les personnes fragiles, les personnes plus âgées par exemple, et qui est capable de lever des alertes si jamais il arrive quelque chose à ces personnes. Il y a beaucoup d'IoT, il y a beaucoup d'intelligence artificielle également pour analyser toute une série de signaux et décider s'il faut lever une alerte ou pas. On parle de leur architecture, de leur stack technologique dans le podcast AWS vendredi prochain, et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.